La deuxième partie de cette émission est consacrée à l'assainissement des villes face au changement climatique. Avec M. Ibrahim Diaby Gassama, ingénieur en génie civil, nous allons essayer de trouver des pistes de solutions pour lutter contre les inondations au Sénégal. Alors, rebonjour M. Gassama. Pour ma première question va être intitulée ainsi. Dans la construction d'une ville en 2020, quelle place occupe l'assainissement? Ok madame, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de partager mon expérience en termes de gestion des eaux, des assainissements. Donc avant de répondre à votre question, je vais un peu quand même expliquer c'est quoi l'assainissement. Grosso modo, c'est la gestion des eaux usées et des eaux pluviales. Les eaux usées, donc tous nos bâtiments, donc les domestiques, on consomme de l'eau et cette eau par la suite est rejetée sous forme d'eau usée. Donc il y a les usines qui utilisent beaucoup d'eau aussi dans le travail et qui les rejettent par la suite sous forme d'eau usée. Donc il y a ces eaux-là qu'on gère. Donc ça c'est la gestion des eaux usées. Et en parallèle, donc il y a la gestion des eaux pluviales. Donc les eaux pluviales se matérialisent par comment? Donc c'est au niveau de nos villes, de nos routes. On voit quand même qu'il y a des surfaces imperméables qui augmentent. Là, les gens construisent, ils font du pavage partout, ils font des pavés partout, on met du dallage partout. Et là par le passé, l'eau s'infiltrait au niveau de ces endroits. Mais là, il ne s'infiltre plus, donc l'eau ruisselle. Et ces eaux-là, il faut les canaliser, les gérer. Donc, ce sont ces deux volets de la gestion des eaux, de l'assainissement qu'il faut tenir en compte. Maintenant, dans la construction d'une ville nouvelle, l'assainissement, parlant de cela, pour moi, c'est une question de santé publique. Étant donné que c'est une question de santé publique, donc il doit occuper une place primordiale dans la planification, l'aménagement d'une ville, au même titre que l'approvisionnement en eau potable, parce que les gens consomment de l'eau et ils les rejettent, et ce eau-là, il faut qu'il soit géré. Si l'eau n'est pas gérée, les gens peuvent rejeter leur eau usée dans la nature, n'importe comment, et ça crée aussi des maladies. Quand on parle de choléra, grosso modo, il y a une partie qui est aussi liée à cette eau. On va aux toilettes, donc on fait nos besoins, et cette eau est rejetée directement dans la nature, en contact avec les humains, ça crée beaucoup de bactéries, beaucoup de problèmes. Donc il y a ce volet-là, et aussi, donc il y a les eaux pluviales. Les gens construisent des autoroutes, ils construisent des routes, mais aujourd'hui au Sénégal, on voit quand il y a une grosse pluie, toutes nos routes sont imbibées d'eau. Ils passent des jours imbibés d'eau, et ça a une conséquence manifeste sur même la qualité de l'infrastructure, parce que l'eau en soi est vraiment un ennemi de la route, parce que la route est constituée d'agrégats de matériaux. Donc, au moment donné, quand c'est imbibé dans l'eau, on commence à perdre nos fils, les particules. Et là, les morceaux de pierre qui sont liés entre eux par ces fils vont lâcher. Et une route qui doit avoir une certaine durée de vie, donc voir sa durée de vie se réduire considérablement. Donc, in fine, en conclusion, l'assainissement doit être planifié au même titre que les autres éléments constituant une ville, et ça permet aussi de réduire les coûts, parce qu'au lieu d'être en mode réactif, nous sommes en mode préactif. En pensant à aménager une ville, à mettre en place des systèmes d'assainissement dès le début, ça permet de réduire les coûts, au lieu de venir a posteriori vouloir créer un système d'assainissement avec les populations existantes, ça c'est coûteux. Donc c'est malheureusement ça qui arrive à nos villes existantes au Sénégal. Maintenant, pour les futures villes, effectivement, il va falloir tenir compte de cela dès le départ, comme ça se fait dans les pays développés. Donc cela veut dire que nous, au Sénégal, nous avons mis la charrue avant les bœufs. Grosso modo, un très bon résumé, c'est qu'au Sénégal, il y a certaines villes à Dakar où l'assainissement a été fait au temps colonial. Ça a été bien fait. Et par la suite, donc la population de Dakar a augmenté, les gens sont mis à construire n'importe où et habiter n'importe où, et à augmenter cette surface imperméable. Donc forcément, en augmentant cette surface imperméable, un réseau qui avait été fait pour un certain pourcentage de surface imperméable se voit maintenant allouer certaines surfaces imperméables, ce qui fait que c'est compliqué de gérer cette eau. Et la population de Dakar a augmenté aussi. Quand on dit augmenter une population, on augmente la consommation en eau potable, et forcément, donc c'est une corrélation, c'est un lien que vous avez fait. Donc il y a une augmentation aussi du volume d'eau usée. Donc forcément, nos systèmes actuels ne sont pas conçus pour pouvoir évacuer tous ces volumes. Et forcément, ça crée un problème. Donc c'est un processus qui est évolutif et aussi qui nécessite beaucoup de réactivité en soi pour l'existant.
Mais pour les nouvelles constructions, donc c'est une projection à faire. Si je prends l'exemple ici du Canada aujourd'hui, au Québec en particulier, quand on construit nos routes, forcément on tient compte de ce changement climatique. Et en faisant quoi? En majorant de 20% donc tout ce qui est débit de pluie. On va en parler tantôt, là, parce que quand tu conçois un réseau de drainage, d'assainissement, tu te projettes, donc c'est des planifications que l'on fait. On se dit, voilà, il y a des pluies qui s'en viennent dans 50 ans. Donc ça, c'est des pluies exceptionnelles. Et notre système d'assainissement doit être capable de gérer ces pluies. Et ça, nous, ici au Canada, on le majore de 20% pour pouvoir tenir compte, effectivement, des changements climatiques qui s'en viennent. Donc nos réseaux de drainage, on les conçoit pour cela, pour anticiper donc, ce qui s'en vient dans le futur. D'accord, donc je pense que vous avez quand même entamé un peu sur ma question. Vous avez parlé du système d'assainissement dans un contexte de changement climatique, dans une ville normale qui se respecte et qui respecte les nouvelles normes mondiales. Oui, mais grosso modo, oui. Une ville qui a un très bon système d'assainissement, voilà, pour moi, c'est une ville dans laquelle, après, quand il pleut, la population peut dormir tranquille. Et malheureusement, tel n'est pas le cas au Sénégal. Donc, quand il pleut, donc quand il commence même, voilà, quand on sent l'hivernage venir, là, il y a beaucoup de chefs de famille aujourd'hui qui ne dorment pas assez bien. Pourquoi? Parce que nos systèmes d'assainissement ne sont pas efficaces. Et ça ne permet pas, voilà, de les exploiter convenablement. Mais en termes de changement climatique, quand on va dans les pays développés, donc c'est des nouvelles techniques qui sont mises en place, là, donc pour pouvoir gérer ces eaux. C'est pas forcément de les évacuer, mais il y a des solutions aussi d'urbanisation, d'aménagement. Voilà, on a des parcs. Quand vous promenez au Québec, à Montréal, on voit des parcs un peu partout, des espaces verts, c'est pas anodin. Ça a été fait pour le surplus d'eau puisse s'infiltrer localement à ces endroits, ou bien même quand il y a des débordements, il y a beaucoup d'eau, c'est des endroits où on se permet d'évacuer de l'eau pour les stocker temporairement afin qu'ils puissent s'infiltrer ou bien s'évaporer. Ces systèmes, ces techniques dont vous faites allusion. Mais au Sénégal, quand même, nous sommes tout le temps confrontés à ces problèmes d'inondation. Je pense depuis 2007 ou 2005, il y a eu des nouveaux quartiers qui ont été construits. Mais pourquoi ils n'ont pas pris de l'expérience du passé pour quand même anticiper et faire des villes correctes? L'assainissement en soi coûte cher. C'est pas gratuit. Donc, quand ils font des projets d'aménagement, les gens ils pensent juste à habiter quelque part. On prend les gens, on les recase quelque part à un endroit et on ne tient pas compte de tous les aspects qui sont liés à leur bien-être, effectivement, in fine. Mais est-ce que ce sont les populations qui doivent penser à tous ces aspects? Mais oui, c'est ça. C'est là où je vais en venir. Effectivement, c'est pas la population. La population, les gens sont dans un besoin. Et là, c'est le gouvernement qui les relocalise. Donc, c'est lui qui les relocalise à des endroits où il n'y a pas d'aménagement, où il n'y a rien. Donc, la faute, effectivement, leur est imputable. Donc, maintenant, il y a certes eux, mais aussi il y a un problème de responsabilité sociétale aussi. Donc, les gens, par exemple, des endroits qui sont bien assainis, on voit à l'approche des Tabaski ou bien de certains événements, là, les conduits existants, donc soit on prend les couvercles, on les amène, ou bien on jette des résidus dans les conduits. Ça participe à boucher aussi, là. C'est trop. Donc ça, c'est un problème. Mais le responsable, effectivement, c'est les autorités étatiques. Là. Donc quand on donne un permis de construire, il faut effectivement penser à tous ces éléments. Avant même d'édifier une ville quelque part, donc on se dit, voilà, tu es promoteur immobilier, tu veux construire, mais dans ton prix ou bien dans ton projet de construction, il faut que tu penses à assainir ton quartier. Ça, c'est un point. Maintenant, lui, il peut assainir son quartier, mais sauf que le promoteur immobilier n'a pas la responsabilité d'assainir les autres quartiers. Parce que si tu assainis localement une partie et que les autres endroits ne sont pas localisés, ton assainissement, grosso modo, il ne sait pas grand-chose. Donc c'est dans le sens où les pays développés, à un moment donné, ils étaient comme nous. Hein. C'est quand ils sont confrontés à ces problèmes d'inondation, ils ont pris des plans Marshall. Si je prends l'exemple de Montréal, ils ont décidé à un moment donné, il y avait beaucoup d'inondations, les gens commençaient à manifester. Donc l'État a investi beaucoup d'argent pour réaliser des conduits, on appelle ça des collecteurs, là, qui traversent des villes de long en large et qui permettent d'évacuer les eaux dans le milieu récepteur, notamment dans les fleuves. Maintenant, les quartiers, les promoteurs immobiliers, les municipalités, eux, ils viendront juste faire des réseaux secondaires qui viendront joindre ces réseaux. Ils viennent juste se brancher. Ils viennent se brancher dans ce collecteur, mais avec des normes et aussi des spécifications là, bien précises à respecter.
Mais au regard de ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que le Sénégal a quand même les moyens de venir à bout de la crise de l'assainissement qu'il vit en ce moment? C'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, le problème, on ne peut pas gérer le problème de l'assainissement en une journée ou bien en une année. C'est un travail de longue haleine. C'est quand on construit, on planifie, on les prévoit. Maintenant, pour les villes existantes comme Dakar ou bien voilà, Kermassar par exemple, cela il faut un plan Marshall, comme je l'ai dit tantôt. Il faut que le gouvernement investisse. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens? Pour moi, c'est juste une question de volonté politique. Les moyens, on ne peut jamais avoir assez de moyens pour réaliser des travaux. Quand on décide d'investir, moi je préfère prendre 1 milliard de l'investir pour l'assainissement d'un quartier au lieu de prendre 1 million par quartier. Donc au moins, je sais que le problème de ce quartier-là ou bien de cette ville est réglé. Ensuite, on passe à autre chose. Maintenant, au Sénégal, c'est qu'on est en mode réactif. Là. On vient colmater certaines brèches. On vient pour soulager ponctuellement les populations. Et chaque année, on engloutit des milliards. Et voilà, qui ne servent grosso modo à rien. Parce qu'on ne voit pas les retombées. Alors que si on décide, on se ferme les yeux. On se dit, cette année, effectivement, les 3 prochaines années, les gens vont souffrir. Mais au moins, une fois que la population voit qu'une ville, on a concentré nos efforts dans une ville et le problème a été réglé pour cette ville, effectivement, donc il y aura de l'espoir pour ces autres villes. Et si on procède de la sorte, le problème est réglé. Donc concrètement, moi si je venais par exemple vous demander la recette de la solution à nos problèmes en ce moment, vous concrètement, qu'est-ce que vous me diriez? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau national? Quels sont les actes à poser? Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette miracle. Maintenant, tout est question de volonté, comme je l'ai dit, question de volonté politique. Techniquement, tout est faisable. C'est juste question de volonté politique et avoir les sous pour le faire. Maintenant, avant de rentrer dans les solutions, on va quand même expliquer jusqu'où les pays en voie de développement, des pays pauvres comme nous, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que les pays développés ont fait pour arriver là. Donc, parce que quand on prend le système d'assainissement, donc il y a 2 types. Hein. Il y a l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Donc, je vais commencer par l'assainissement non collectif, là, qui est moins long. L'assainissement non collectif, c'est que chaque maison ou bien chaque appartement gère lui-même ses eaux usées. Donc, c'est les fosses septiques là. Quand vous allez à l'intérieur du pays, il y en a beaucoup. Donc, les gens utilisent des fosses septiques pour gérer localement leurs eaux usées. Et par la suite, donc, il y a des camions de vidange qui viennent les récupérer. Et ils les rejettent dans la nature. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Mais par contre, voilà, ce qu'ils doivent les rejeter, c'est que l'État quand même doit mettre en place des infrastructures. Hein. Il y a les bassins, les stations d'épuration, où les camions doivent venir chercher, en tout cas, ces eaux usées et les acheminer vers ces stations d'épuration, où ils seront traités et rejetés dans la nature. Maintenant, il faut quand même que l'État aussi mette en place des moyens pour les encadrer, parce que ça doit obéir à plusieurs normes. Parce que voilà, on a une fosse septique, vous allez dans les régions, il y a le puits à côté, et forcément à travers la nappe phréatique, donc il y a un mélange entre l'eau usée et l'eau pluviale, et là il y a une pollution. Maintenant, les techniques, c'est, voilà, on met en place des fosses septiques étanches, où on dit à chaque citoyen, quand tu veux mettre en place fosses septiques, on a des organisations qui viendront contrôler et s'assurer que c'est bien étanche. Donc ça c'est le premier volet, et à mon humble avis, au Sénégal, on n'a pas les moyens d'avoir un système d'assainissement d'eau usée collectif à grandeur pour tout le monde. Donc, ce type de pratiques, il va falloir les favoriser dans plusieurs localités. On a des camions citernes qui viendront dans chaque maison, une fois que c'est rempli, prendre ces eaux usées et aller les amener au niveau des stations d'épuration pour les traiter. Et le deuxième volet, c'est les industriels qui sont aussi des grands pollueurs, où aussi on doit les forcer à gérer localement l'eau usée avant de les rejeter dans la nature. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, le deuxième, donc, c'est l'assainissement collectif. Pour revenir un peu à l'assainissement non collectif, on prend en termes de pourcentage au Québec, nous sommes à environ 30% de personnes qui vivent avec un assainissement non collectif. Ah oui. 30%. Mais comment ils font pour cette gestion? Parce que dans la vie de tous les jours, on ne voit pas de voitures qui viennent récupérer, comme on le voit en Afrique. Ouais. Mais au Québec, la particularité du Québec, c'est que c'est un pays étalé, hein, où on a des gens qui vivent à des endroits éloignés, dans la brousse, dans la forêt. Et toutes ces populations, on ne peut pas quand même avoir un gros réseau d'assainissement qui lie tout le monde. Donc ils le font ponctuellement et on ne le voit pas. On peut passer de quelque part où tout est vert, mais dans cette verdure, il y a quelque chose qui est enterré.
et les camions vont passer. D'habitude, voilà, ils passent à des heures où les gens sont chez eux, enfermés à des gets creuses, là, pour pouvoir voilà, faire moins de bruit, parce que quand même, il y a cette odeur-là. C'est la municipalité qui C'est réglementé, ouais. Donc, Okay. c'est la municipalité qui le gère, donc c'est réglementé, et les gens respectent ces règles-là. Maintenant, si on vient à l'assainissement collectif. L'assainissement collectif, il y a plusieurs types, mais le plus répandu, c'est qu'il y a le système unitaire, comme on l'appelle communément, c'est tout à l'égout là. C'est qu'en fait, tout ce qui est eau pluviale, eau usée, tout est raccordé dans une même conduite et tout est acheminé. Par le passé, on le rejetait directement dans le fleuve. Et maintenant, donc, il y a des stations de traitement, d'épuration qui les traitent. Et quand on parle d'eau pluviale, donc c'est des volumes assez importants. Donc là, avoir des stations d'épuration qui traitent tous ces eaux-là, ces volumes-là. Et par le passé, toutes les grandes villes fonctionnaient comme ça, et c'est pas bien pour la nature, avec mon ami environnementaliste. Donc, ce qui se fait maintenant, les pays développés, les gens ont mis en place des systèmes, donc, c'est des systèmes séparatifs. Okay. C'est qu'il y a l'eau usée qui circule dans une conduite, et il y a l'eau pluviale en parallèle qui circule dans une autre conduite. Et ça coûte cher, parce que c'est deux conduites, et l'eau pluviale est rejetée directement dans le fleuve. Aujourd'hui, certes, c'est pollué avec les polluants atmosphériques, parce que c'est de l'eau de ruissellement, donc il y a des huiles, des voitures, des routes qui polluent, mais c'est moins pire que l'eau usée qu'on rejette directement dans le fleuve. Donc voilà, ces solutions existent, et dans les pays développés, donc il y a les deux. Mais dans les nouvelles constructions, maintenant, c'est obligatoire que ce soit séparatif. Même en Afrique? Non, ici. En Afrique, c'est pas obligatoire. Déjà, on a un problème pour voilà, avoir ces deux réseaux-là. Et à plusieurs endroits, donc on a le réseau unitaire là. Mais il y a aussi parfois un fait, lors de la saison des pluies, parfois il y a des maisons qui, l'eau des autres égouts sont refoulées dans les maisons, ouais, qui sont reliées à ces conduits-là. Qu'est-ce qui explique ce... Ouais, c'est le volume d'eau. Donc c'est quand je disais tantôt les volumes d'eau pluviale, parce que l'eau de pluie c'est des volumes importants. Donc quand tu mets ces deux réseaux ensemble, donc une fois qu'il y a beaucoup d'eau et le réseau n'a plus cette capacité en fait de drainer toute l'eau, donc il y a des problèmes de refoulement qui se viennent. Donc c'est pour lutter, voilà, c'est pour amener une solution à ces problèmes que les gens maintenant ils ont mis en place ce système séparatif là. Donc c'est pour des raisons aussi de santé, pour éviter ces refoulements. Maintenant, ce qui se fait aussi, mais ça quand même c'est un peu plus sophistiqué, avancé, c'est qu'on a des réseaux, comment dirais-je là, où on combine les deux. C'est qu'il y a, quand c'est des faibles pluies, donc on permet ces faibles pluies d'aller au niveau des réseaux d'eau usée. Ça permet de curer aussi, parce que l'eau usée est lourde, donc ça stagne. S'il n'y a pas beaucoup de volume, donc la conduite n'est pas curée. Donc l'eau pluviale permet de curer et permet d'évacuer ces eaux-là. Et maintenant, quand c'est des fortes pluies, et ceux-là, donc ils sont acheminés directement au niveau des conduits d'eau pluviale. Mais c'est de lourd investissement en termes... Ces conduits, parfois, peuvent aller de 2 à 5 mètres de diamètre. Ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, on peut même se promener là-dedans là, pour aller nettoyer, pour montrer l'envergure en fait, du travail. Et ça se fait, c'est pas diable, là. Beaucoup de pays développés l'ont fait. Et au Sénégal, est-ce qu'il y a même une région, même à Dakar, est-ce que ces types de conduits-là existent? J'ai l'impression. Ça existe. Il y a des collecteurs qui existent, mais effectivement, il y en a certains qui ont été dimensionnés depuis des années. Il y en a qui ont plus la capacité, voilà, en fonction de la surface imperméable et aussi de la population. Mais le deuxième aspect, c'est que Dakar, c'est compliqué dans le sens où, voilà, les gens sont venus vivre un peu partout de façon anarchique. Maintenant, la solution existe, comme je le dis, techniquement tout est faisable. Hein. Donc on a des tunneliers, là. Il y a un tunnelier qui a creusé, en tout cas, le tunnel sous la Manche. Donc pourquoi ça se fait? Ici, en termes d'assainissement, de drainage, c'est des tunneliers conçus à cet effet, qui vont permettre, on peut les uniformiser, normaliser. Là. On dit un tunnelier de 2,5 ou 3 mètres de diamètre, voilà, qui va quadriller donc tout Dakar ou bien toutes les grandes villes pour construire les collecteurs. Et par la suite, voilà, on met en place un bon plan d'aménagement, mais un bon plan, comment dirais-je, le plan directeur de drainage là, ou d'assainissement de la ville de Dakar, où on dit, voilà, toute personne qui veut se raccorder à ces collecteurs, voici les normes, voilà. Mais, Monsieur Gassama, nous allons revenir un peu sur la problématique des inondations au Sénégal. Je vois très souvent les sinistrés, quand il y a un problème, se ruer sur les motopompes. Est-ce que vous pensez que c'est une solution?
Bien, c'est juste de l'argent gaspillé. C'est une solution à court terme qui permet de soulager les populations ponctuellement. Il y a de l'eau dans ta maison, donc le premier réflexe c'est d'avoir des pompes et de rejeter l'eau. Mais il faut que cette eau soit drainée quelque part. Et on revient à la case de départ. Donc s'il n'y a pas de bon système d'assainissement, tu enlèves l'eau de chez toi, mais tu la rejettes dans la rue. Donc là, c'est pas stagné chez toi, mais ça va être stagné. Ça va se stagner dans la rue. Ça soulage la population, mais effectivement, c'est pas la solution. C'est dans le sens où le gouvernement, voilà, on investit beaucoup à acheter des pompes, à aider les gens à soulager les populations, là, ponctuellement. Et la solution, quand même, d'avoir un bon projet, un bon plan d'assainissement qui va permettre de soulager ces populations pour une longue durée. Là. Et lors des inondations de 2005, il y a des quartiers où les populations ont été délogées. Ils ont été relocalisés à Diakhaï 1, je ne sais pas, Diakhaï 2. Mais ces quartiers qui ont été laissés, ces maisons abandonnées avec de l'eau, qu'est-ce qu'on devrait faire pour leur réutilisation? Peut-être que ça pourrait servir à quelque chose. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire par rapport à ces maisons. C'est soit on met en place un très bon réseau d'assainissement où ces maisons pourront être réutilisables. Comme je le dis, techniquement, tout est faisable. Quand on prend des pays comme Venise, là, où les gens vivent dans l'eau, quand on prend les Pays-Bas est connu, là, c'est à cause de l'ingénierie hydraulique là, que le pays existe, sinon le pays serait englouti là, sur les océans. Donc ça veut dire que la solution technique est là. C'est soit, voilà, comme je dis, on met de bons réseaux d'assainissement et ces quartiers pourront être exploités où les gens pourront y loger, ou bien voilà, de raser tous ces bâtiments et aussi d'exploiter ces terrains-là. Voilà, on peut créer des parcs, on peut créer des zones inondables, des stations de traitement des eaux ou bien de bassins de rétention des eaux fluviales. Voilà, le surplus d'eau, donc on le rejette à ces endroits. Déjà, ce sont des zones quand même qui sont, on peut dire que c'est des bas-fonds là, où l'eau de façon naturelle va stagner là-dedans. Donc si on prend les eaux, on les collecte, on les rejette là-bas et temporairement, ça va permettre l'infiltration locale ou l'évacuation. Donc c'est grosso modo des solutions là. Mais depuis tout à l'heure, vous me dites techniquement c'est faisable. Cela veut dire que l'État du Sénégal n'utilise pas assez bien la matière grise de nos techniciens ou qu'est-ce qui se passe? Mais on peut les utiliser. Ils sont pas utilisés. Non, ils sont bons. Je vous dis, je connais beaucoup d'ingénieurs sénégalais qui sont très pertinents, qui ont fait de brillantes études. Mais tout est question de moyens. Apprendre, même si on prenait Einstein, là, on le mettait dans un contexte où il n'a pas les moyens, où il n'est pas bien encadré, il ne s'en sortira pas. Il faut que ces gens, voilà, mettre en place des règlements qui doivent être appliqués par tout le monde. Si je fais le parallélisme avec le Québec, nous ici en tant qu'ingénieurs, tu conçois un système d'assainissement ou de drainage ou un ouvrage, la routière ou l'infrastructure, de structure de pont. Mais si la conception est mal faite, c'est ma responsabilité professionnelle qui est engagée. Je peux être poursuivi, moi, pour avoir mal fait mon travail. Si je conçois une ville ou bien je fais des systèmes, quelqu'un se rend compte que c'est mal fait, il peut aller même porter plainte auprès de l'Ordre des ingénieurs du Québec, où moi, je n'aurai plus le droit d'exercer ma profession. Donc vous voyez, donc, il y a la responsabilité individuelle de la personne. Je pense qu'au Sénégal, c'est la solution. Là. Il faut que les gens en soient conscients. Mais maintenant, nous, il y a beaucoup de pression politique. On vous dit, voilà, pour 1 million, je veux que tu fasses ça. Donc forcément, la qualité n'y sera pas. Donc ça, c'est le premier point. Donc cette pression, il va falloir qu'il y ait cette séparation entre les professionnels et le pouvoir politique. Les professionnels doivent réaliser, exécuter, faire leurs études en âme et conscience. Si ça coûte 100 milliards, ça coûte 100 milliards. Mais ne pas sous-estimer ou bien, en tout cas, réaliser des ouvrages de moindre bonne qualité pour pouvoir plaire aux autorités politiques. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, donc tout est question d'argent. Parce que malheureusement, là, tout ce qui se fait, donc, il faut un budget, il faut investir. Donc vous dites à quelqu'un, vous prenez l'argent et vous mettez à disposition des tunneliers, comme je l'ai dit, là, ça existe partout à travers le monde. On peut même, parce qu'il y a des films internationaux là, qui font internationaux, autant pour moi, qui font des études, là, qui sont un peu parfois présents à travers le monde, ils ont des filiales au Sénégal, et eux-mêmes ils peuvent faire ces études parce qu'ils ont assaini les grandes villes. Donc s'il y a cette volonté politique, au lieu de mettre des milliards à construire des terres, voilà, on aurait pu le prendre pour soulager la population, d'autant plus, comme je le dis, l'assainissement, donc c'est une question de santé publique, mais aussi là, de bien-être social. Donc ça c'est un point. Maintenant, pourquoi nos autorités n'investissent pas là-dedans? Parce que l'assainissement n'est pas visible. C'est des autoroutes, mais enterrées là. Donc, quand on passe à travers, on ne voit pas l'investissement local qui est fait. Et la saison des pluies dure 2 à 3 mois.
Et forcément, ça soulage, mais à long terme, voilà, les réalisations ne sont pas visibles versus des infrastructures routières ou bien des terres qu'on construit. Donc ça, c'est un point. Et le deuxième, et le troisième, autant pour moi, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une organisation où tout le monde se parle. Parce que j'ai écouté la scène, en tout cas, il y a quelques jours, là, le directeur de l'ONAS, quand il expliquait qu'il y a l'ONAS qui fait ses travaux, il y a l'AGEROUTE qui fait ses infrastructures, il y a telle compagnie qui construit ses routes. Donc ça veut dire que les gens ne se mettent pas autour de la table de concertation, effectivement, pour mettre en place. Quand tu assainis une route, tu te focalises, tu mets des œillères, tu assainis juste l'autoroute que tu as construite. Et les riverains, tout ça, tu n'en prends pas compte. Mais forcément, voilà, tu surélèves ta route, donc là tu crées des zones basses et ces populations, ils vont subir les conséquences. Et malheureusement, ça existe beaucoup partout. Quand je prends quelques exemples, par exemple à Kolda ou bien même à Dakar, à certains endroits, on parle, quand ils ont commencé à construire le TER, quand ils ont construit l'autoroute à péage, c'est là que beaucoup de populations ont commencé à avoir des problèmes d'inondation. Parce qu'on construit des autoroutes, on surélève parce qu'il faut remblayer. Et là maintenant, aux endroits où l'eau doit passer de façon naturelle, ne passe plus. À certains endroits, on crée des ponceaux, on fait des aménagements, mais c'est pas abouti. Voilà. Alors s'il y avait une concertation avec les collectivités aussi, il faut intégrer les parties prenantes, la population, les municipalités, aussi les différentes structures de l'État pour pouvoir gérer de façon beaucoup plus efficace là, ces zones. Moi, il y a le cas de la commune de Bargny qui me frappe vraiment avec toutes ces usines qui sont concentrées dans cette commune-là. Quelle est la solution pour appuyer un peu les populations face à la pollution qu'ils vivent tous les jours? Bargny me fait un peu rigoler, là, avec notamment Sococim. Je me rappelais quand j'étais à l'école en France, en 4e année, on avait un cours d'environnement où le prof il faisait le parallélisme là, entre les pays développés et les pays sous-développés. Il avait pris beaucoup de cimenteries dans les pays développés où les gens respectaient les normes environnementales, tout était beau. Et en plus, juste après, il nous montre une photo de Sococim, de Bargny. Et j'étais le seul Sénégalais à l'époque dans la classe et je regarde. Donc, là, je me reconnais là-dedans. Mais pour aussi dire que tout est question de volonté et de règlement. Il faut quand même que ces cimenteries, Sococim appartient au groupe V4 là, qui ont des cimenteries en Italie, en Suisse, aux États-Unis, en France. Et dans ces pays, forcément, ils respectent. Donc tout ce qui dégage dans l'environnement, tout est contrôlé, tout est mesuré. Mais au Sénégal, puisque la réglementation n'est pas stricte, voilà, il y a un peu de laxisme étatique, on peut dire, donc là ils ne respectent rien. Et malheureusement, c'est la population qui en pâtit. Et aussi dire que c'est un problème aussi, je vais souvent revenir tout le temps de santé publique. Parce que les gens vont tomber malades, il faut que l'État les soigne. Et aussi, ça aura un impact sur l'économie parce que les gens travaillent. Il y a beaucoup de maladies respiratoires et puis avec la centrale de charbon qui va venir, ça va être... Mais du côté de vue, je ne sais pas, sur le plan de la foresterie, peut-être qu'il y a quand même une solution dans ce sens-là. Par rapport à Bargny, oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, d'abord, je dirais que oui, les usines ont été implantées à un certain moment, puis c'est juste la population qui a grossi, qui s'est allée justement côtoyer ces usines-là. Mais un peu partout dans le monde, on prend le cas de Montréal, ici à l'est de Montréal, on a une zone industrielle qui a quelques kilomètres, même pas loin dans le fond. Comme Ibou le dit, ça prend véritablement en fait des normes et des lois strictes que ces compagnies-là devraient respecter en termes de limites de pollution dans le fond. Donc ici par exemple, ici à Montréal, à l'Est, il y a normalement en fait un seuil que ces entreprises ne devraient pas tolérer en termes de pollution de l'air. Donc il y a un contrôle très strict qui se fait au niveau de la qualité de l'air quotidiennement pour s'assurer que ces entreprises qui polluent, malheureusement qui contribuent à l'économie locale parce qu'il y a des gens qui travaillent, respectent ces normes-là dans le fond. C'est ça qu'on n'a pas nécessairement au Sénégal. Et Bargny, oui, à vouloir peut-être faire... sur le plan foresterie, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais sur le plan environnemental, il faudrait qu'il y ait véritablement une volonté de tout le monde pour contribuer justement à réduire la pollution, que ce soit la pollution sonore ou même la pollution de l'air dans le fond. Ça prend véritablement une politique de l'État. Mais est-ce qu'au Sénégal, un citoyen peut se lever et puis dire que moi, ici, c'est un territoire que je souhaiterais protéger et puis il y a des possibilités qui puissent
faire ces démarches-là? Ça, c'est une excellente question. À ma connaissance, j'ai jamais eu comme quoi que quelqu'un a eu cette initiative-là, tant bien même c'est pas interdit. Hein, c'est ça, c'est pas interdit. L'inverse existe. L'inverse existe, c'est-à-dire quelqu'un ou un groupe de citoyens ou voilà, une autorité se lève pour aller solliciter un déclassement d'une partie d'une forêt, par exemple, dans le fond, comme je disais tantôt. Mais en mon humble avis, c'est des initiatives à encourager, on les voit ici dans le fond, et le processus devrait être très simple. C'est très simple. En tant que citoyen, tu vois un lieu que tu penses que c'est un lieu qui a un potentiel esthétique, géologique et même culturel, entre autres, ben, tu rédiges une demande dans le fond de protection, annexé à cette demande-là un document qui justifie ton argumentaire. Et ce document-là pourrait être déposé au niveau donc, du service régional des eaux et forêts qui pourrait être remonté à la direction et au ministère dans le fond. Et au niveau donc du ministère ou même du service forestier, ils vont faire en fait une étude de validation de ce que tu avances comme eux pour voir la pertinence de ta demande dans le fond. Donc encore une fois, je souhaiterais qu'au Sénégal, que les gens commencent à avoir cette sensibilité environnementale là pour pouvoir avoir des initiatives pareilles dans le fond. Ouais. Mais c'est ça qui est ça. C'est juste. Mais nous ne serions pas découragés. Monsieur Gassama, vous, pour clore un peu le débat, quelles solutions donnez-vous? Ou si vous avez des conseils, par exemple, à octroyer à la donation, qu'est-ce que vous leur direz? Il y a l'entité ONAS, mais je pense que ça va plus loin. Il faut quand même qu'il y ait cette volonté politique étatique où on donne les moyens à l'ONAS et centraliser, ne pas prendre des structures, plusieurs structures qui vont gérer le problème de l'assainissement. Il faut quand même que ce soit une structure, on met beaucoup d'argent là-dedans et c'est eux qui vont s'en occuper. Il y a ça, et aussi décentraliser, donner beaucoup de responsabilités aux collectivités territoriales. Ça veut dire qu'ici, à Montréal, même nous, en tant que gouvernement du Québec, on construit une route qui passe dans la ville de Montréal. On est obligé de respecter les normes et règlements de la ville de Montréal. Si on ne les fait pas, on n'aura pas le permis, on ne fera pas nos projets. Et donc, donner ce pouvoir aux collectivités, et aussi, quand on donne le pouvoir, il faut donner aussi les moyens qui vont avec. C'est qu'il faut qu'ils aient le service technique qui seront capables d'analyser des documents, qui seront capables de s'assurer que le projet qui va être réalisé va tenir compte effectivement des problèmes d'assainissement et de gestion d'eau qu'ils vivent. Donc le problème, techniquement tout est faisable, maintenant tout est dans la volonté politique, tout est dans la gouvernance aussi de l'assainissement. Soit on dit à l'ONAS, vous avez le plein pouvoir, vous vous occupez de tout l'assainissement. Quand on construit des routes, il faut le faire de concert avec l'ONAS. On construit un développement immobilier, donc il faut faire de concert avec l'ONAS. Les collectivités doivent travailler avec l'ONAS. Voilà. Soit on fait ça, ou bien on décentralise, on donne des pouvoirs aux collectivités, chacun gère de façon locale, ses eaux. Mais l'assainissement, c'est de l'argent. Et aussi, inciter aussi les gens à payer des taxes pour pouvoir... Parce que les pays développés ont pu réaliser leur réseau d'assainissement parce qu'ils payent des taxes. Et ces taxes permettent d'investir pour la réalisation de ces infrastructures. Et il y a aussi l'autre aspect, donc c'est tous les gestionnaires des eaux potables aussi doivent participer à cet effort parce que c'est eux qui approvisionnent en eau et en retour ce sont ces eaux qui vont être traitées, qui vont polluer. Donc il y a tous ces éléments-là qu'il va falloir mettre en place. Mais il y a un gros travail de gouvernance, il y a un gros travail technique, il y a un gros travail financier aussi qu'il va falloir faire pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, moi, je vous remercie, mes chers invités. Merci à vous, M. Gassama. Merci également à M. Benoît Tandeng. Oui. Le débat a été très instructif. Avant de clore l'émission, nous allons passer à notre rubrique découverte qui va être consacrée à l'émigration clandestine. Monsieur Gassama, Monsieur Tandeng, je pense que vous avez vu les images choquantes de ces derniers temps dans nos médias, des jeunes Sénégalais qui meurent
meurent dans la mer, on dirait qu'ils vont directement se suicider. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Effectivement, donc c'est quelque chose d'attristant. Donc quand on voit nos jeunes compatriotes, nos frères, qui prennent en tout cas les pirogues là, pour aller à la recherche d'une vie meilleure. Donc ça veut dire que eux, présentement, au Sénégal, ils ne voient pas d'opportunité. Moi, je ne dirais pas que c'est suicide. C'est quand une personne est arrivée à bout de quelque chose, où pour lui, il n'y a plus d'avenir, il ne rêve plus, pour lui, voilà, il se lève le matin, il voit ses parents, il n'est plus capable de les aider. Et pour lui, c'est la solution d'aller chercher un avenir meilleur. Mais je ne cautionne pas. Il faut quand même maintenant sensibiliser les gens pour qu'ils puissent rester au pays parce que c'est, voilà, comment dirais-je, en disant, même pas de mots, là, parce que ça fait tellement mal. Et en plus, on voit les images, les gens nous regardent aussi à travers cela. Là. C'est comme si, alors que l'Afrique, on a tellement de ressources, l'Afrique est tellement riche, mais malheureusement, voilà, nos ressources ne sont pas exploitées à bon escient pour pouvoir aider ces jeunes à trouver du travail local. Donc le gros défi, le gros challenge, donc pour arrêter ce problème, donc effectivement, c'est l'emploi des jeunes. Il faut quand même industrialiser nos pays. Il faut quand même que l'État aussi contribue, voilà, sensibiliser et aussi permettre ces jeunes de pouvoir trouver un avenir meilleur, de rêver pour l'Afrique, la solution en Afrique. Alors, M. Tendeng, y a-t-il une possibilité pour redonner espoir à cette jeunesse? Oui, moi je pense qu'il y a une possibilité, mais avant je présenterai mes sympathies aux familles qui ont perdu des proches suite aux images qu'on a vues, comme vous l'avez signalé, des images très choquantes. La problématique de l'immigration, c'est un fléau mondial, et malheureusement nous en Afrique, on est le continent qui paye plus par rapport à tout ça. Comme solution, moi je dirais qu'il faudrait vraiment que l'État prenne ses responsabilités dans le fond. Au Sénégal, le niveau d'éducation académique est tellement élevé, les gens ont un désespoir énorme, ils étudient sans certain niveau à l'université, ils n'ont pas de boulot, c'est très compliqué moralement, il y a la pression sociale où la famille se sacrifie pour toi, ils te soutiennent dans tes études et au final, tu ne trouves pas de boulot. Donc Ibou l'a dit, c'est peut-être pas se lancer à une quelconque suicide, mais c'est un désespoir qui est là, qui est réel dans le fond. L'État doit pouvoir mettre les moyens pour pouvoir accompagner ces gens-là afin que la population puisse retrouver un espoir en termes de vie locale. Et puis maintenant, mais avant de mettre l'encadrement, moi je dirais peut-être dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est peut-être trouver des moyens très simples. Un numéro vert par exemple, pour pouvoir au moins sensibiliser. Dans ta famille, quelqu'un qui veut partir en immigration, ben, les gens sont contre, ben, pourquoi pas appeler ce numéro-là pour pouvoir au moins essayer de parler avec cette personne-là. C'est peut-être des solutions très simples, mais ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut essayer de trouver du travail et surtout sensibiliser les gens. Et nous aussi, la diaspora, je pense qu'on a aussi une part de responsabilité. On est là, ici en Occident, on galère, il y a des gens qui vivent plus pauvres même qu'ils étaient au Sénégal, mais pourtant, c'est pas l'image qu'on montre au Sénégal, dans le fond, une fois rentré dans le fond. Je pense qu'il y a un travail aussi de sensibilisation et surtout de dire la vérité aux gens que c'est pas tout le temps rose en Occident, c'est très compliqué, mais on est là parce que peut-être qu'on a la chance d'être là d'une façon peut-être plus correcte en termes de voyage, mais il faut que les gens le comprennent. Mais l'État ne peut pas faire le travail tout seul, c'est un engagement, c'est une conscientisation de tout le monde, mais c'est important vraiment que les gens... Donc c'est un effort collectif pour qu'on puisse trouver des solutions. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour notre émission de Parole à la diaspora. Merci et au revoir.